Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Yankee. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Victoria Debargue. Elle est freelance, content stratégiste et rédactrice web. Elle se définit elle-même comme la plume des entreprises. Je voulais recevoir Victoria parce que je trouvais que son parcours était assez intéressant. Elle s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle a eu une approche plutôt originale dans sa manière de trouver des nouveaux clients. On en parle dans le podcast de cette approche multicanale et la manière dont elle a pu mettre en place plusieurs canaux d'acquisition. On parle aussi beaucoup de la création de contenu sur LinkedIn, comment on peut générer des discussions, des opportunités et des nouveaux leads en créant du contenu régulièrement sur LinkedIn. Et enfin, je voulais discuter avec elle de la manière dont elle a choisi de structurer son activité en faisant appel à une coopérative d'activité, chose que je ne connaissais pas moi-même et qui est un statut un peu hybride entre l'indépendance et le salariat. Et donc, on va parler des avantages et des inconvénients de ce statut. Voilà, j'espère que cette interview vous plaira et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les laisser dans les commentaires. Sans plus attendre, je laisse la parole à Victoria. Salut Victoria et merci de m'accorder un peu de temps pour échanger avec moi dans ce nouvel épisode de Yankee. Comment ça va? Salut Thomas, bah écoute, ça va très bien. Je suis trop contente d'échanger avec toi. Merci de me recevoir sur cette super chaîne YouTube. Bah, je t'en prie avec plaisir. Je t'avais déjà réexpliqué un petit peu le concept de l'émission et puis je sais pas d'ailleurs si tu as eu l'occasion d'en parler avec PB parce que c'est lui qui nous a mis en relation très gentiment quand je lui avais demandé s'il avait des personnes que je devais recevoir selon lui dans l'émission. Ton nom est arrivé très vite parmi les quelques noms qu'il m'a cités. J'avais hâte de pouvoir avoir cet échange avec toi. Tu le sais, donc le but, c'est, en plus, toi, c'est bien parce que ça va être assez frais dans ta tête, je pense, c'est de revenir sur ton lancement en tant que freelance, comment tu as trouvé, en l'occurrence, ton premier client, puis après, comment tu as trouvé tes clients ensuite, comment tu as développé ton activité. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand et comment tu t'es lancé en freelance, de ce que tu fais aujourd'hui aussi, parce que même si je te le disais juste avant, il y a une petite intro au podcast, n'hésite pas, tu vas nous redire un peu comment tu développes ton activité, comment tu la structures, ce que tu fais aujourd'hui pour tes clients. Voilà, je te laisse la parole. Eh ben nickel, top. Donc tu l'as sûrement déjà dit, mais moi je suis la plume des entreprises en B2B. Je suis pour les bilingues content stratégiste et content writer en français. Du coup pour les plus francophones, je fais de la stratégie éditoriale, de la stratégie de contenu et de la rédaction web. Aujourd'hui spécifiquement pour des entreprises en B2B, ce qui n'était pas vraiment le cas pour mon premier Yankee. Donc j'ai hâte d'en parler. Globalement, en fait, j'ai quitté mon premier CDI en avril 2019. Voilà, c'est assez frais. J'étais pas forcément à ma place et souvent, quand on n'est pas à sa place en entreprise, on pense surtout à partir. En fait, je ne pensais pas à l'après. Je pensais juste à quitter cette situation et après, advienne que pourra. Et en fait, donc j'ai quitté mon CDI. J'avais du temps devant moi et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui te ferait kiffer là, maintenant, tout de suite? La réponse, c'était pas du tout devenir content stratégiste et rédactrice web. C'était vraiment de prendre du temps pour moi, de tester ma plume, de tester peut-être de travailler en solo, de me rendre utile en fait auprès de différentes entreprises. Et du coup, il y a eu deux phases dans mon lancement et dans la recherche de mon premier Yankee. Il y a eu une première phase bénévole, donc c'est-à-dire que très rapidement, quand j'ai quitté mon CDI, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux démarcher, vers qui je peux aller. Et en fait, j'ai contacté une association qui est juste à côté de chez moi, à Paris, qui s'appelle Princesse Margot. Et en fait, c'est une association qui lutte contre les cancers pédiatriques et c'était une cause qui me touchait. Et en fait, je passais un coup de fil, je suis allée les voir, je leur ai dit, bah voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et très rapidement, je suis devenue leur plume bénévole, donc en fait sur le site web, pour des plaquettes, des communiqués de presse, des dossiers institutionnels. Donc il y avait du B2B et du B2C, je les conseillais, j'écrivais, c'était pour une bonne cause, ça me plaisait, bref, c'était un vrai cercle vertueux, trop cool. Et en fait, ce qui s'est passé très vite, c'est qu'en parallèle, j'ai voulu me tester sur un deuxième projet bénévole pour voir si j'étais capable de gérer deux choses en même temps dans mon cœur de métier, en fait, puisque je ne l'ai pas dit, mais le CDI que j'ai quitté, c'était un CDI de content manager. Donc j'étais déjà dans le milieu, j'étais déjà en stratégie édito et création de contenu, rédaction. Donc en fait, très vite, j'ai voulu me tester sur un deuxième projet bénévole en parallèle. J'ai accompagné un pote qui s'appelle Valentin qui lançait sa marque de vêtements streetwear qui s'appelle Fomp. Et en fait, je faisais du storytelling, de la création de contenu. Et ça me plaisait. Je me suis dit, allez, je m'embarque dans un troisième projet bénévole et après, on fait le bilan. Et donc, j'ai aidé aussi, du coup, en parallèle, un restaurant d'amis qui s'appelle le Rice Burger à Paris pour faire pareil du storytelling, de la rédaction. Et à ce moment-là, voilà, je gérais ces trois projets bénévoles en
parallèle, j'étais mon propre patron, c'était le kiff, je faisais ce que j'aimais cette liberté, les gens derrière ces projets étaient ravis. En fait, tout le monde était content, sauf ma banquière à ce moment-là, parce que je gagnais 0 €. En fait, c'était purement bénévole. Je gagnais pas un seul centime. Et donc, en fait, juste avant l'été, je me suis dit, OK, bah, ce que tu fais là, en fait, d'aider différents projets, différentes entreprises, tu pourras en faire ton vrai métier parce que c'est ce que tu kiffes, c'est ce que ce que tu fais bien, en plus, visiblement, parce que j'ai des bons retours. Donc, en fait, voilà, juste avant l'été, je me suis dit, OK, là, c'est fini les projets bénévoles, je me lance et je pars à la recherche de mon premier client. Ok, d'accord. Ouais, on peut s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que je trouve que c'est assez inédit, originel comme manière de procéder, puisque tu t'es dit vraiment consciemment proposer ces services gratuitement quand on se lance, c'est relativement courant. Il y a pas mal de gens qui le font pour tout un tas de raisons, et c'est quelque chose que je comprends très bien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai le sentiment que toi, tu l'as fait vraiment, enfin, de manière très consciente, tu l'as vu comme une phase de test. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le voient comme un moyen de construire leur portfolio, et toi, c'est plus pour te dire, je ne vais pas me relancer tout de suite dans un truc, je ne vais pas me précipiter, je vais essayer de trouver un moyen de tester les choses, de prendre le pouls, un peu la température à droite à gauche, voir si ça me convient déjà, premièrement, parce que pas envie de m'embarquer dans un truc qui ne me ressemblerait pas et qui ne me conviendrait pas. Et ensuite, même, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est la manière que tu as eu de le faire de manière progressive, c'est-à-dire je prends un premier projet, ok, le truc tourne, j'en prends un deuxième, voir si, au-delà du fait que j'aime bien ce que je fais, est-ce que j'arrive aussi à gérer plusieurs dossiers en même temps, parce qu'effectivement, quand tu décides de te lancer en indépendant et en freelance, tu es vite amené à devoir jongler avec plusieurs clients en même temps, et après un troisième, et tu t'es dit, trois, je m'arrête, je fais le bilan, je vois comment ça se passe, et il sera toujours temps de prendre des décisions. Donc je trouve ça intéressant, ce switch que tu as eu de dire, je le fais pas pour le portfolio, mais je le fais déjà surtout pour m'assurer que c'est un bon fit pour moi et que ça correspond à ce que j'ai envie de faire après cette première expérience, ce premier CDI qui n'était pas concluant, quoi. C'est exactement ça. Et j'étais vraiment aussi dans un mindset, dans un état d'esprit où je me disais, je sais pas si c'est ce que je veux faire en fait. Je suis là pour Mm. tester. À ce moment-là, on était un peu avant l'été, en 2019. Et donc, ça allait être l'été. Je me disais, voilà, c'est vraiment pour passer le temps entre mai et l'été 2019 et se dire, voilà, qu'est-ce que je fais à la rentrée? Est-ce que je retourne en entreprise? Est-ce que, bon, après, du coup, le fait de travailler à mon compte, même si Mm. c'était vraiment travaillé pour moi, mais ça a vraiment pris le dessus. Et je me suis dit, bah là, c'est le moment de me lancer, mais c'était vraiment pas dans l'optique de me dire je me construis mon portfolio pour le futur. C'était presque voilà, du coup par coup, je teste en attendant. Ouais. Qu'est-ce qui a achevé de te convaincre à l'issue de ces 3 premiers tests où tu t'es dit, «Non, mais en fait, c'est vraiment bien, je suis super content, tu es épanoui, j'y vais». Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette décision de te dire, ce passage de «Je teste quelque chose» à «Je vais commencer à structurer une véritable activité autour de ça»? Est-ce En qu'il y a fait, des il y a eu un élément déclencheur, c'est une rencontre. En fait, juste avant l'été, j'ai rencontré la coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Port Parallèle, qui change de nom pour Omnicité. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est Omnicité. Et en fait, cette coopérative d'activité et d'emploi que j'ai rencontré voilà, un représentant qui m'a vraiment expliqué en fait que ce modèle-là, cette structure, elle permettait d'accompagner les indépendants qui avaient un projet entrepreneurial, donc quel qu'il soit, hein, pas forcément des métiers créatifs comme le mien, mais vraiment de tout. Et en fait, ça fournit en échange un statut d'entrepreneur salarié. Donc en fait, tu es à la fois entrepreneur de la coopérative, donc pour toute la partie coaching, formation, on t'accompagne, on te booste, on t'aide à monter ton offre, on gère ta compta, ça c'est incroyable. Et mmh, en échange, tu restes indépendant, entrepreneur dans le sens où c'est toi qui vas trouver tes propres clients, tu travailles quand tu veux, où tu veux, etc. Et moi, en fait, c'est d'avoir pris conscience qu'une telle que ça existait en fait cet équilibre en fait ce compromis entre l'entrepreneuriat et le salariat, c'est ça qui m'a convaincue en fait de me dire ok, j'ai pu à hésiter pendant 1000 ans à me dire est-ce que je suis vraiment faite pour le salariat ou l'indépendance. Il y a un équilibre qui existe entre les deux, un compromis. Ça s'appelle la coopérative d'activité et d'emploi. Et donc, juste avant l'été, je rencontre cette coopérative, je vais les voir, je passe un rendez-vous avec eux et je suis tout de suite convaincue en fait que c'est ce qu'il me faut, que j'ai un peu cet état d'esprit enfin j'ai cet état d'entrepreneur, mais en même temps j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'être structurée, j'ai besoin d'être mmh. faire partie d'un réseau aussi parce que voilà c'est hyper important pour moi de retrouver un peu cette vie d'entreprise même si je travaille toute seule au final. Donc en fait ça a été ça l'élément déclencheur. Et j'ai rejoint cette coopérative à la rentrée, donc en septembre, le mi-septembre, je rejoignais la coopérative. Alors,
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, c'était un des points que je m'étais noté parce que j'ai vu effectivement que ça faisait partie de quelque chose dont tu parlais beaucoup dans ta création de contenu et moi ça m'intéresse énormément sur plusieurs plans, notamment parce que quand j'ai vu ça, déjà je connaissais pas la coopérative et j'ai posé directement la question à deux trois potes qui sont freelance entrepreneurs etc. Je leur ai dit mais t'as déjà entendu parler de ce truc? C'est quand même le pied parce que tu as tous les avantages de l'indépendance et tu arrives à alléger certains risques aussi liés à ce statut-là. J'imagine notamment le fait d'avoir un CDI, bah, demain tu vas avoir une banque pour faire financer un prêt pour acheter un appartement ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées au statut d'indépendant qui font que ça peut être une contrainte sur un certain nombre de plans. Donc là, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, tiens, il faudra que j'en parle parce que je pense que ça pourra servir à beaucoup de monde. Donc, on va mettre le sujet un petit peu de côté parce que je pense que ça mérite qu'on y revienne un petit peu plus en détail. Donc, je me le note pour plus tard. Et donc, ce moment où tu décides de te lancer et tu décides d'aller chercher ton premier client à qui tu vas vraiment facturer tes services, qui c'était? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Donc comme je te dis, voilà, mi-septembre, voilà, je me lance, on va dire, dans le grand bain grâce à la coopérative. Le lendemain, genre le 16 septembre, je sors mon site web, je fais une com sur LinkedIn, je m'inscris sur Malte et lesbonsfreelance.com, donc qui sont deux plateformes Mhm. pour trouver des missions. J'attaque la prospection email. En fait, je suis déjà dans une logique multicanale en me disant, OK, si tu veux trouver ton premier client, il faut y aller sur tous les fronts, il faut que tu fonces. Et en fait, ce qui se passe, c'est que 5 jours après mon lancement, quelque chose comme ça, c'est le client qui me trouve, donc mon premier client qui me trouve. C'était sur la plateforme lesbonsfreelance.com qui était gratuite à l'époque. Et en fait, la différence avec Malte, c'est que tu peux avoir un profil où les clients te trouvent et les clients peuvent aussi passer des annonces auxquelles tu postules. Donc moi, en Ok. fait, ce client m'a trouvé en trouvant mon profil qui devait avoir une petite accroche sympa, des bons mots-clés, je sais pas. Et en fait, donc à mon lancement, j'étais pas encore spécialisée B2B et j'étais aussi simplement rédactrice web. Je marketais pas la stratégie de contenu comme je le faisais avant en CDI et comme je le fais aujourd'hui. Et ce client, c'est un client B2C. C'était un site de vente en ligne de luminaires design, donc absolument pas moi professionnellement, parce que moi j'aime les sujets assez tech, j'aime les entreprises voilà, un peu, qui traitent des sujets un peu complexes, donc c'était pas vraiment moi. Mais ça m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. Je quittais un CDI dans une plateforme digitale. Avant ça, j'étais en banque digitale, en fintech. Donc voilà, un site de vente en ligne de luminaires, c'était bien pour commencer. Donc ce premier client, voilà, je le rencontre dans un Starbucks, il me brief, je l'accompagne dans son storytelling, dans de la rédaction, de fiches produits, de FAQ, enfin bref, le petit package sympa pour son site web. Et, Ok. euh, et voilà, et très important aussi, en fait, ce que j'ai fait pour ce premier client, c'est que j'ai valorisé les expériences que j'avais eues avant, donc en bénévolat, mais aussi en CDI, mais sans jamais mentionner qu'est-ce qui était du bénévolat, qu'est-ce qui était du salariat, en fait. J'ai seulement valorisé, je pense, mes compétences, en fait, et mon expertise, parce que je voulais pas qu'il ressente que c'était lui le first one, le premier Hmm. client, un peu limite le client test, quoi. Je voulais pas qu'il perçoive ça, donc c'est vrai que voilà, j'ai fait un peu l'impasse sur mon passif de je viens juste de me lancer après quelques Ouais. projets. Alors, moi, c'est effectivement un point hyper important et tu fais bien de le soulever parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce premier, comme on le disait, ce premier réflexe de dire je vais aller proposer mes services gratuitement pour un tas de raisons, comme on a pu l'évoquer juste avant. De pas mentionner que c'est du bénévolat, effectivement, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Sachant qu'en plus, toi, il y a ce truc particulier, c'était déjà ton métier avant, quoi. C'est pas comme si d'un coup tu décidais de te lancer dans un secteur d'activité complètement différent et que tu repartais de zéro pour acquérir de l'expérience sur un sujet que tu maîtrisais pas ou peu avant ça, quoi. Donc en plus, je pense que c'est totalement légitime comme réflexion. Il n'y a pas de mauvaise surprise pour ce premier client puisque c'est un sujet que tu maîtrises depuis déjà un moment, quoi. Voilà, c'est ça. La seule différence peut-être, c'était que moi j'ai souvent été dans des thématiques B2B parce que c'est ce qui me plaisait à l'époque, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, mais en me lançant, c'était un client en B2C. Donc les contenus n'étaient pas forcément les mêmes, mais au final, voilà, c'était un métier rédactionnel, ça me plaisait euh, et c'était super, il était content, moi j'étais contente. À ce moment-là, je venais juste de déménager, donc c'était hyper folklore parce que je rédigeais voilà, sans wifi, par terre sur un carton, j'avais pas de table et tout, mais c'était génial, il adorait, donc c'était un beau premier Super. au final. Et Ouais. ben d'ailleurs, ça m'intéresse parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde un peu quand on fait le tour et l'état des lieux et quand on prend le temps de discuter pardon, avec les gens qui commencent à structurer leurs activités, tu te rends compte qu'effectivement, tu as
ce que tu aimerais faire dans l'idéal. On parle souvent de ce client idéal, d'avoir son avatar, son persona, une idée assez précise de la personne à qui on s'adresse, de ce qu'on lui vend, etc. Ce qui, je pense, est évidemment nécessaire pour réussir à structurer une activité un peu cohérente sur le moyen long terme. Mais souvent, on se rend compte que les premières touches qu'on va pouvoir avoir, quel que soit le moyen par lequel elles arrivent, donc que ce soit en s'inscrivant sur une plateforme, que ce soit une recommandation de quelqu'un qui va te dire, etc., ça correspond assez rarement à l'idée qu'on se fait ou au persona, vraiment au client idéal qu'on peut avoir, parce qu'au début, on a peut-être un peu moins la main sur ces choses-là, quoi. Comment tu abordes ce truc de te dire, «Bon, bah, mon co mon ma compétence à la base, elle est plus sur une communication B2B, dans un secteur d'activité, voilà, start-up tech et cetera». Comment tu te dis, «Bon, magasin qui vend des luminaires, B2C», est-ce que tu ce challenge-là, tu t'appréhendes ou tu te dis: «Bon, bah, je me retrousse les manches et puis je vais trouver un moyen de faire en sorte que l'important, c'est que le client soit satisfait, peu importe le temps que ça me prend et si ça veut dire, bah, me former sur d'autres problématiques ou des choses comme ça». Comment tu as abordé ce truc-là? J'ai abordé ça en fait, j'ai un tempérament de fonceuse, enfin, c'est-à-dire que j'ai une logique assez, test and learn, donc Mmh c'est-à-dire mh. donc je ne pars pas non plus dans n'importe quoi, je fais quand même attention à ce que je choisis, voilà, je me pose les bonnes questions, est-ce que j'en suis capable, est-ce que ça me plaît? Mais au-delà de ça, ouais, je me dis, il faut commencer quelque part. Voilà, c'était vraiment le tout début, je venais à peine de me lancer et je ne me voyais pas être difficile. Alors après, il y a beaucoup de questions sur le positionnement, est-ce qu'il faut se surspécialiser en fait dès le début ou pas? Moi, j'étais plutôt dans une logique de me dire, voilà, il faut commencer quelque part. C'est un client qui tombe du ciel. Donc, j'ai changé mon mindset après ça pour mes clients suivants. Mais je ne me voyais pas refuser et je me disais, voilà, c'est quand même sympa. C'est pas ce que tu veux faire professionnellement, mais des luminaires design, en plus, tu es en plein déménagement, tu es en plein dedans. Tu as peut-être quelque chose à apporter. Et donc, Ouais. je suis plutôt allée comme ça, en fait, au feeling et à la reconnaissance qu'on me contacte aussi rapidement. OK, ouais, bah, c'est bien. De toute façon, c'est ce mindset un peu de se dire, bah, beaucoup de gratitude pour ce premier client, l'envie de délivrer aussi, je pense, parce que de ce que je peux sentir de notre échange, je pense que tu es quelqu'un qui a puis de ce que j'ai pu voir aussi dans le contenu que tu as créé, je pense que tu es quelqu'un pour qui la satisfaction client est primordiale et puis, la relation humaine, donc l'envie aussi de délivrer, que la personne en face de toi soit satisfaite, que tu puisses construire une relation de confiance sur le long terme et cetera. Donc, j'ai pas trop de doute sur le fait que tu as dû tout faire pour trouver un moyen de répondre aux attentes de ton client. Je réfléchis à comment naviguer un peu. Donc, tu as ce premier client-là qui arrive par une plateforme. Tu as évoqué brièvement tout à l'heure un sujet qui, je pense, est assez important dans la manière dont tu as structuré ton activité, qui est cette approche multi-canaux que tu peux avoir en termes de prospection. Parce que tu as dit très rapidement, je me suis inscrit sur une plateforme, je commençais à faire des mails, je commençais à poster sur LinkedIn. Donc, peut-être qu'on peut parler de ça ou en tout cas essayer de lier ce truc-là avec tu as ce premier client-là, ça y est, ça concrétise quelque chose, tu es enfin indépendant, tu t'es lancé, tu es freelance. Ensuite, il a fallu continuer à structurer, développer ton activité. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça et puis éventuellement de la manière dont cette approche multicanaux a joué un rôle dans le développement de ton activité après? Yes, donc ce qui s'est passé, c'est qu'après ce premier client, en fait, j'étais sur un petit nuage en me disant, OK, mon premier client est tombé du ciel, j'ai juste pas besoin de m'inscrire sur une plateforme, j'attends. Donc en fait, cette attitude, elle a très peu duré. C'était d'ailleurs une assez mauvaise attitude selon moi, pour plusieurs raisons. Bah, déjà parce que les clients ne tombent pas toujours du ciel. Moi, je suis vraiment bah, voilà, dans cet état d'esprit de il faut se bouger pour avoir ses clients. De deux, bah, les clients issus de plateformes. Alors voilà, moi j'ai un avis assez tranché sur les plateformes, mais c'est un vrai coup de pouce pour se lancer, pour commencer, mais on peut vite tomber dans la dépendance et il faut faire attention. Donc j'ai voulu voilà, vraiment essayer de laisser ça de côté. Et au-delà de la dépendance des plateformes, en fait, ça ne nous laisse pas vraiment, selon moi, la possibilité bah, d'aller cibler son client, d'aller chercher les entreprises avec qui on veut travailler, les personnes derrière les entreprises avec qui on veut travailler aussi. Et donc en fait, dans ce cas-là, mon premier client, il ne me ressemblait pas vraiment. Donc moi, j'avais besoin d'aller chercher ce qui me plaisait réellement. C'est presque un jeu, c'est gratifiant en fait pour moi. Donc en fait, en voyant que j'avais eu ce premier client assez facilement, que le deuxième ne tombait pas aussi facilement, je me suis repris en main, je me suis dit, je vais créer mes opportunités, je vais devenir une mineuse, je vais remettre en place cette méthode d'utiliser différents canaux. Et donc, j'ai utilisé différents leviers qui aujourd'hui sont vraiment mes leviers d'acquisition principaux. Donc, pour moi,
y en a trois. Le premier, c'est la prospection. Donc, en fait, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je me suis rappelé très vite en me lançant que dans ma vie d'étudiante, j'ai fait pas mal, j'ai fait mes études quasiment en stage, en alternance de A à Z, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de chercher des entreprises et je me suis toujours rappelé que je ne cherchais pas forcément dans ma prospection, dans mes candidatures, c'était pas forcément comme tout le monde, c'est-à-dire que moi j'avais tendance à cibler mes recherches, y aller au culot et partir du principe que pour moi les lettres de motivation ça ne servait à rien, c'est du bullshit total. En fait pour moi il n'y a pas plus copier-coller et impersonnel qu'une lettre de motivation. Donc ce que je faisais, c'est que en fait, quand je candidatais, quand j'étais étudiante, est-ce qu'il y a des étudiants qui regarderont cette vidéo, je ne sais pas, mais en fait, j'envoyais un mail de motivation avec un objet qui claquait, voilà, un corps de texte assez synthétique mais assez impactant, mon CV bien évidemment, et j'envoyais un top 5 des raisons de m'embaucher. En fait, c'était une sorte de mini-infographie que je faisais sur Canva. Donc, je suis archi nulle en communication visuelle. Voilà, je suis pas faite pour être graphiste. Mais c'était quelque chose qui faisait son effet. Et en fait, plusieurs fois, j'ai trouvé des stages et des alternances grâce à cette technique de comment je me démarque. Au lieu de faire une lettre de motivation, je fais ça en top 5, assez visuel, assez sympa. Et donc, je me suis dit, il faut que j'utilise ces codes dans ma prospection pour chercher mes premiers clients. Et donc, en fait, sans récupérer l'aspect visuel parce que je voulais pas que les personnes pensent que j'étais Ouais. graphiste, j'étais chorégraphe, je voulais pas qu'il y ait de malentendus. En fait, j'utilisais simplement les codes de comment je me démarque. Donc en fait, j'ai très vite utilisé la prospection très ciblée, très impactante sur LinkedIn en contactant des dirigeants en fait d'entreprises que je ciblais en B2B. Et donc ça a été vraiment en fait le premier levier pour vraiment aller chercher ces fameux clients idéaux. Dès que j'ai Mhm. été sûre de vouloir faire que du B2B. C'est ce que j'ai fait. Et mon deuxième, du coup, vrai client, je l'ai trouvé comme ça. En fait, c'est une entreprise qui est toujours un de mes super clients que j'ai été prospecter. C'est une boîte dans le B2B, dans le self-care, dans le digital. Ok. Et donc ça, ouais, prospection, c'était mon premier levier. Ensuite, il y a eu la création de contenu sur LinkedIn. Donc voilà, moi, j'ai commencé à faire des posts à partir de janvier à peu près sur ma vie d'entrepreneur salarié, mon métier, la création de contenu. J'ouvrais des débats. J'essaie de faire en sorte d'apporter des réflexions un peu de hauteur dans ce que je délivre. Et en fait, j'ai instauré une régularité. Donc, je fais 2 posts par semaine. J'ai une plume qui est assez particulière, assez straight to the point, assez catchy au niveau de l'accroche. Mhm. Voilà. Et en fait, j'essaie d'apporter de la valeur et ça a très vite fait marcher le bouche à oreille. Donc, c'est-à-dire que quand je faisais des posts, j'avais des entreprises qui me contactaient, j'avais des personnes qui me recommandaient à des personnes qui recherchaient des freelances. Et en fait, c'était parfait pour moi, la création de contenu sur LinkedIn, parce que ça me servait aussi de portfolio. Du coup, vraiment, c'était là que je pouvais voir ma plume, en fait, à travers mes posts. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, du coup, après, mon troisième client, qui est un partenaire aujourd'hui, un partenaire professionnel. C'est une agence, voilà, une agence en stratégie éditoriale et création de contenu B2B. Et donc, en fait, je me suis rendu compte en rencontrant cette personne que j'avais rencontrée grâce au bouche à oreille sur LinkedIn qu'on était hyper alignés sur Mhm. tout ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, c'est mon troisième canal d'acquisition. Donc, après la prospection, la création de contenu sur LinkedIn, il y a cette agence aussi qui est au final un apporteur d'affaires avec qui je travaille sur des sujets stratégiques et de création de contenu. Et donc en fait à ce moment-là de mon activité, donc c'était assez rapidement en fait, assez rapidement j'ai mis ça en place et j'ai trouvé ces 3 leviers principaux. Et en fait très rapidement je me suis dit ok c'est fini les luminaires design, c'est fini les restos, c'est fini les marques streetwear. Moi ce que je veux faire c'est que du B2B et comment est-ce que je veux trouver mes clients? En fait j'ai envie d'aller les chercher parce que j'ai des entreprises en tête, j'ai des personnes avec qui je veux travailler. J'ai aussi envie qu'on vienne vers moi et qu'on voit ce dont je suis capable en fait à travers ma plume. Donc ça c'était la création de contenu. Mhm. Et puis, j'ai aussi un super partenaire qui me propose des missions incroyables dans des entreprises que je pourrais peut-être pas aller chercher toute seule. Et donc, du coup, j'ai ce troisième levier aussi à côté. Ok, super intéressant. Déjà, merci parce que tu l'as exposé de manière très concise, hyper carrée. Donc, je pense que les gens réussiront. Ça permet d'appréhender de manière simple, au final, une stratégie d'acquisition et de prospection qui est quand même relativement complexe parce qu'il n'y a pas juste, c'est pas unidimensionnel, quoi. Ouais. Je trouve ça intéressant de voir à quel point tu as mis de l'intention derrière tout ça dans ta manière de construire ton truc. Effectivement, j'ai vu passer dans ton contenu que pour toi, la prospection était fun. Donc, et j'ai vraiment le sentiment que bah, tu as pris du plaisir un peu à te prendre la tête et à essayer de voir comment tu pouvais créer quelque chose qui soit à la fois dynamique, riche, complexe et aligné par rapport à ton objectif. Donc, ça, c'est très intéressant. Euh, je trouve ça super cool que tu appréhendes la création de contenu sur LinkedIn comme quelque chose de ludique, mais aussi comme un moyen pour toi
de montrer ta plume et tes compétences et pas comme une obligation en fait. Enfin, quand je t'entends Ouais. en parler, j'ai pas le sentiment que tu le fasses simplement poster pour LinkedIn parce qu'il faut poster sur LinkedIn. Tu as l'air de prendre du plaisir à le faire. J'ai l'impression que tu te mets un petit challenge aussi pour essayer d'apporter une vraie valeur sur la plateforme et d'avoir des contributions qui soient intéressantes pour les personnes qui te suivent. D'ailleurs, j'ai cru voir que tu avais une audience qui commençait à être un peu conséquente. Je ne sais plus combien tu as d'abonnés sur ton profil. 5 000 6 000, non? Non, 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 moitié moins, peut-être 2000, Ah 2500, ouais, mais j'ai plus cru au que niveau des c'était. interactions. Ouais. Mes posts sortent de mon réseau, en fait. Ouais, 60% des gens qui interagissent avec moi ne font pas partie de mon réseau. Et c'est ça qui est assez phénoménal sur LinkedIn, c'est que ouais. la viralité, elle est folle et je fais très vite voilà, 10, 15, 20 000 vues sur un post, alors que j'ai 2000 personnes dans mon réseau. Donc, Ouais, c'est assez fou, ouais. C'est super. Et le dernier point, le fait que tu fasses appel à une agence qui fasse office d'apporteur d'affaires parce que vous êtes complémentaires et alignés et que c'est cohérent pour toi, je trouvais ça hyper intéressant. Je me l'étais noté aussi dans mes petites fiches. Est-ce que tu as... parce que c'est un vrai casse-tête et que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se trompent sur ce truc-là. Dans la manière que tu as d'appréhender la prospection quand tu écris en direct à des gens, ouais. si tu as des tips ou des trucs de te dire... alors, je vais lier cette question-là à un autre point que je voulais aborder parce que je pense que les deux sont liés. Je t'ai beaucoup vu parler aussi de marketing H2H Ouais. versus B2C, B2B, c'est-à-dire remettre l'humain et peu importe son statut ou son rôle, donc garder à l'esprit que l'interlocuteur qu'on a en face de soi quand on cherche à communiquer, ça reste un humain qui est motivé vraisemblablement par les mêmes choses que toi, moi et n'importe qui d'autre. Ce que je trouve très intéressant et que moi j'essaye aussi beaucoup de remettre en avant quand on discute avec nos clients au sein de l'agence. Est-ce que tu penses que euh, cette petite nuance dans l'appréciation que tu peux avoir de tes interlocuteurs, c'est aussi ce qui fait que quand tu déploies des actions de prospection avec des gens avec qui tu rentres en contact directement, ça porte peut-être plus ou pas? Ouais, je pense que tu as raison de lier les deux. En fait, c'est vrai que moi j'aime bien dire qu'avant de faire du B2B ou du B2C, je fais du H2H, enfin du H2H, du human to human avant du business to business ou autre. Et en fait, pour moi, c'est hyper important déjà d'avoir cet état d'esprit quand on prospecte euh, parce que, voilà, comme tu dis, les clients ont envie, les personnes derrière les ordinateurs, derrière les entreprises ont envie qu'on s'adresse à elles de façon personnalisée. C'est le même exemple que quand on postule à une offre de stage, à une offre d'alternance, d'emploi. Moi, j'avais déjà en fait cet état d'esprit de me dire qu'est-ce que la personne en face de moi a envie d'entendre, qu'est-ce qu'on ne lui a pas déjà dit aujourd'hui. En fait, ça, c'est des questions que je me pose hyper souvent dans ma prospection. C'est quand voilà, j'identifie quelqu'un avec qui je veux vraiment travailler, une entreprise qui m'éclate, donc souvent des boîtes tech et pas très sexy, mais moi, ça m'éclate et j'ai envie d'aller là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur a pas déjà dit aujourd'hui, enfin, voilà, qu'est-ce qu'un autre rédacteur n'a pas marketé, qu'est-ce qu'on leur a pas dit, même ne serait-ce qu'une accroche. En fait, voilà, c'est des codes que je retrouve assez régulièrement aussi, même dans ma façon de faire des posts LinkedIn. Très souvent, en fait, ce qui fait le taf, c'est l'accroche. En fait. C'est comment est-ce que tu arrives à attirer l'attention des gens et au final, tu n'attires pas l'attention des gens en parlant de toi, souvent. Tu n'attires pas l'attention des gens en proposant ce que tu fais, tes offres, tes services. Tu cibles en fait un besoin, tu cibles sur le moment un problème. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'aime bien travailler avec des gens qui sont aussi sympas et qui ont un peu d'humour, sinon ça marche jamais vraiment. Donc, parfois, je tente des prospections avec de l'humour, des phrases voilà, qui changent un peu, et ça fait la différence. Et en fait, j'oublie jamais que derrière l'entreprise, derrière l'ordinateur, derrière l'email, derrière le coup de téléphone, un événement, enfin voilà, parce qu'il y a aussi plein d'autres canaux que j'explore dans ma prospection et autres, il y a un humain. Donc, comme tu dis, voilà, c'est vraiment c'est logique de le remettre au centre et de l'aborder différemment. C'est de se poser cette question, qu'est-ce qu'on lui a pas dit aujourd'hui en fait. Ouais. C'est intéressant parce que je pense que c'est un truc qu'il faut rappeler, surtout aux personnes qui se lancent, Ouais. et particulièrement à une époque où on va te vendre des outils, de la scalabilité, de l'automatisation, tu vois, où on va te dire, on te dit le secret pour aller vite et pour grandir vite, etc. C'est d'automatiser, de scaler, de scraper, tu vois, et c'est des outils qui ont du sens dans un certain nombre de situations et dans certains contextes. Mais c'est aussi des fois un peu effrayant de voir des gens qui s'approprient ces pratiques-là, qui sont souvent des pratiques de start-up qui cherchent à faire de la croissance hyper rapide
pour développer des activités d'indépendant et qui oublient qu'au départ, bah, déjà, en tant qu'indépendant, tu n'as pas besoin d'avoir un portefeuille de 15 clients pour avoir une activité rémunératrice et pour vivre relativement confortablement de ce que tu fais. Mais qu'en plus de ça, ça pourrait presque même nuire à ton image de marque parce que tu passes pour un mec bah, qui va écrire un peu à tout le monde de manière impersonnelle pour vendre des services des fois un peu communs aussi, quoi. Ouais. Donc, je pense que chaque outil a sa place au sein des différentes activités. Euh, donc ça, effectivement un truc que je voulais euh, j'avais envie de te poser une question, mais c'est peut-être un peu particulier parce que comme c'est ton à voir, tu vas me répondre. C'est ton métier, mais comment tu as fait pour trouver ton ton? Justement, parce que effectivement, quand on regarde sur tes posts LinkedIn, tu as une ligne éditoriale, tu as un ton, tu as quelque chose qui t'est propre et qui t'appartient. Heu, j donc j'imagine que ton expérience professionnelle, ce que tu fais, ton activité au quotidien aide beaucoup pour ça. Est-ce que tu as des tips que tu pourrais donner aux gens qui ont envie de contribuer, de prendre la parole, de participer à des débats ou de les initier, mais qui ont toujours un peu peur de ne pas être bon rédacteur, de ne pas savoir comment s'y prendre. Voilà, si tu as des petits conseils de ce côté-là, je pense que. En fait, c'est assez marrant parce qu'avant de prendre la parole, donc j'ai commencé à faire des posts sur LinkedIn en janvier. J'avais déjà 3-4 mois d'activité, 2-3 mois d'activité, je ne sais plus, avant. Donc en fait, j'avais déjà commencé à travailler pour des clients. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que je m'oubliais. En fait, c'est-à-dire que je savais très bien me mettre à la place des autres. Donc c'est-à-dire faire du ghostwriting, écrire pour Mhm. des entreprises, m'imprégner d'un univers, d'un secteur, etc. Ça, j'adore et je pense savoir le faire. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai des bons retours de mes clients. Mais au final, je me rendais compte que parler pour moi, en fait, m'exprimer, avoir ma propre voix, je l'avais pas. En fait, quand j'ai créé mon site web, j'avais une partie blog qui n'existait pas, donc vraiment, enfin, il n'y avait rien. Et j'ai d'abord commencé par ça. En fait, c'était avant de me mettre à prendre la parole sur LinkedIn, sur scène, aux yeux de tout le monde. Je me suis dit, je vais commencer à écrire sur des sujets qui me tiennent à cœur, moi, personnellement, pas forcément les entreprises, mais moi, les miens. Et je vais commencer à en parler sur mon blog. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis testée avec des articles de blog. Donc déjà, de un, ça m'entraînait professionnellement à structurer des bons articles, avoir les bonnes méthodes, etc. Et de deux, ça m'entraînait à prendre la parole sur des sujets qui me plaisaient. Et en fait, à force d'écrire des articles de blog, j'ai commencé à trouver mon ton, à m'éclater, etc. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'en ferais bien une version un peu plus short sur un autre sujet que je mettrais sur LinkedIn, avec moins de caractères. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en fait, ça vient petit à petit. C'est ça, j'ai pas trouvé mon ton, ma ligne éditoriale tout de suite. J'ai pas défini, alors, je fais de la stratégie, c'est marrant, c'est que je fais de la stratégie éditoriale pour des clients avant qu'ils se lancent, voilà, en disant, bah, attendez, avant de communiquer pour votre entreprise, il va falloir bien tout planifier. Pour moi, ça a été vraiment bah, du test and learn, en fait. Ça a été, voilà, je fais une première prise de parole sur LinkedIn. Et en fait, il y a un de mes posts qui a fait qui a super bien marché à un moment donné. Et c'était un post où j'avais déjà ces codes et ces techniques avec une accroche Mhm. assez sympa qui donne envie de lire le contenu, un contenu bien structuré, un appel à l'action à la fin. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait bien et j'ai dupliqué ces codes à chaque fois sur des prises de parole différentes, des sujets différents. Mais c'est pas venu tout de suite, en fait, pour trouver ce Ok, ton. ok, ok. Non, mais c'est intéressant et je trouve ça bien et assez libérateur que tu dises ouvertement. J'ai beau le faire au quotidien pour mes clients, prendre le temps de définir une stratégie, une ligne éditoriale, etc. Et que tu dises, bah, pour moi, à titre personnel, ça a plus été un process itératif. J'essaie des choses, je vois ce qui fonctionne ou pas. Après, c'est vrai que pour les gens qui veulent chercher à créer du contenu, je pense que ce serait dommage de s'approprier les codes ou la patte de quelqu'un d'autre. Après, il y a des choses que tu retrouves. Tu vois, je sais que j'ai lu tes posts, je suis régulièrement ce que font des mecs comme Johan Lopez de chez Comet ou Grégoire Gambato de chez Germinal qui ont des audiences quand même assez conséquentes sur la plateforme. Tu vois qu'il y a des petits trucs de forme, pas tellement de sur le fond. Il faut faire quelque chose qui te ressemble et parler de thèmes qui sont importants pour toi et qui sont cohérents par rapport à ton activité. Et sur la forme, effectivement, on voit qu'il y a des petites choses qui reviennent. Donc c'est intéressant. Là, tu l'as dit, tu es passé dessus. Voilà, une accroche qui donne envie de lire la suite, un post assez synthétique avec où on apporte de la valeur et puis un appel à l'action à la fin, parce que malheureusement LinkedIn ça reste un algorithme et que bah, plus les gens interagissent avec ton. Après, je sais que toi aussi il y a un truc, c'est que tu aimes bien initier des débats parce que tu aimes bien interagir avec les gens. Ouais. Et on pourra y revenir juste après parce que je sais que c'est assez important pour toi cette idée de commencer des discussions, mais non seulement de les initier, mais en plus d'avoir ces échanges parce que LinkedIn reste un réseau social et que le but d'un réseau social, c'est de se connecter à d'autres. Mais voilà, juste pour clôturer sur ce truc, de dire, bah, effectivement, d'avoir un appel à l'action, les gens interagissent avec ta publication,
plus tu as de commentaires, plus tu as d'interactions, plus ça va effectivement sortir de ton cercle immédiat et ça va permettre au message de se diffuser. Et peut-être que si nos auditeurs ont de la chance, ils arriveront un jour comme toi à avoir 60% d'interactions avec des gens qui ne sont pas de leur réseau immédiat. Euh, du coup, j'enchaîne sur ce point parce que je pense que c'est assez important aussi. L'importance, le fait que tu prennes le temps et que tu aies fait des interactions avec les autres utilisateurs de la plateforme une de tes priorités, initier des discussions, les entretenir. Est-ce que tu peux nous parler de cette volonté que tu as voilà, de vraiment être active et d'interagir avec les autres utilisateurs de LinkedIn? Ouais, bah, je pense que ça reprend aussi ce qu'on dit tout à l'heure, cette notion de H2H en fait. Enfin, moi, je ne fais pas des posts LinkedIn pour parler à un groupe de personnes, je fais aussi des posts LinkedIn pour parler à plusieurs personnes dans leur individualité en fait. C'est de se dire, Mhm. j'ai envie d'aller chercher des avis il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, je faisais un post qui était hyper sincère en fait parce que je me posais des questions et j'avais l'impression d'être un ovni en fait à pas savoir si, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, voilà, on est dans une dualité constante, prospection, création de contenu pour trouver ses clients, entrepreneuriat vs salariat. Et en fait, moi, je suis souvent entre les deux, c'est-à-dire que j'ai souvent un équilibre sur beaucoup de choses. J'essaie toujours de pas être trop tranché, de tester, d'avoir un équilibre. C'est la même chose pour les canaux d'acquisition et c'est la même chose sur LinkedIn et c'est la même chose partout. Et je me suis dit, bah voilà, entre ouais, c'est ça. C'était un sujet vraiment qui me tenait à cœur et j'avais envie de savoir si les gens étaient comme moi, ceux qui étaient dans la team salariat étaient convaincus que le salariat c'était vraiment forever et pareil Mhm. des indépendants. Et en fait, j'ai reçu des réponses mais tellement différentes auxquelles je m'attendais pas et j'ai rencontré pas mal de personnes qui font les deux, qui sont entrepreneurs et salariés dans une autre forme que la mienne. Donc, je parle pas de coopérative d'activité, je parle vraiment de cumuler deux emplois. Et en fait, ça a ouvert des discussions que j'imaginais même pas. Donc, en fait, quand j'ouvre des discussions, c'est vraiment dans l'optique d'aller chercher des réponses et de fournir des réponses aussi à d'autres personnes. Parce que plusieurs fois, j'ai fait des posts où il y avait pas mal de commentaires et ça devient une bible de contenu à elle-même, en fait, cette ligne de commentaires. J'ai même des gens qui me disent, bah voilà, moi aussi, je cherchais des réponses sur un sujet, je l'ai trouvé dans les commentaires, donc j'ai trouvé le débat sur ton post et j'ai trouvé les réponses aussi en commentaire, c'est génial. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, c'est hyper important d'être impliqué de répondre. Si on regarde mes posts, on voit que je réponds absolument à tout le monde, enfin à tous les commentaires. Mhm. Je prends du temps pour ça aussi, ça fait partie aujourd'hui de mon quotidien. C'est un engagement sans en être un, parce qu'il y a eu des moments, voilà, au tout début du confinement, où pendant 3 semaines, j'ai absolument arrêté LinkedIn et j'y étais plus du tout. Ça m'a pas empêché de revenir après et d'avoir quand même des bons chiffres, des bonnes interactions, etc. Mais ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est important parce que, en plus, pour le coup, nous, donc, Tirefest, on a une agence social media, donc on accompagne les entreprises dans leur communication sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on dit assez souvent, alors c'est particulièrement vrai quand les entreprises prennent la parole à destination de leurs clients, où ils sont souvent dans une communication descendante, donc alors où ils ont un truc des effets d'annonce, des prises de parole un peu récurrentes sur des sujets qui sont importants pour eux. Et en fait, ce qu'on explique aux gens, c'est bah non, un réseau social, l'objectif, c'est de créer du lien, quoi. Donc, du coup, si tu arrives à initier des discussions, tu as tout gagné. Et non seulement parce que tu récupères du feedback, parfois hyper qualifié sur des problématiques qui vont impacter ton activité, ou juste parce que, effectivement, la discussion que tu auras créée va créer de la valeur. Et du coup, même si c'est pas toi qui en es directement à l'origine, bah, tu as été à l'initiative de ce truc-là. Donc forcément, d'une manière ou d'une autre, non seulement ça bénéficie aux gens qui te suivent et qui ont pu voir ce qui se passait, et puis toi, bah, ça te revient aussi. C'est un peu un cercle vertueux que tu arrives à créer comme ça, quoi. Donc, c'est assez intéressant Enfin, je trouve que c'est bien parce que on a tendance à le voir comme des outils. On a tendance à oublier un peu l'essence de ce que sont ces outils à la base, en fait. Et donc, c'est bien de le rappeler de temps en temps. Euh, ok, donc du coup, enfin, c'était important pour moi qu'on revienne sur la manière dont tu as structuré ton activité de prospection parce que je trouvais ça assez vaste et assez intéressant, voir comment tu avais pu développer ton activité. Il y avait un truc dans le contenu que tu as créé qui m'a marqué et qui, je pense, est une résultante un peu classique à laquelle tout le monde fait face entre le moment où on se lance et ensuite quand on commence à réussir à générer de la demande, à avoir de plus en plus de clients, etc. Il y avait un post dans lequel tu avais écrit « Se justifier, c'est se crucifier. Expliquer, c'est faire comprendre sa valeur ajoutée ».
Ouais. Et je voulais qu'on en parle parce que je pense que c'est primordial pour tout un tas de gens qui se lancent. Alors déjà, il y a la question du positionnement, du pricing, etc. Mais bon, ça, après, tu fais un benchmark sur les plateformes de freelance, tu arrives à avoir une idée du TJM moyen des freelances qui font ce que tu fais. On va dire que tu définis un prix un peu en dessous parce que tu as toujours peur d'être un imposteur. Bon, bref, truc classique. Et puis après arrive le moment où tu as 3-4 clients, tu commences à avoir des bons feedbacks, les gens te disent que tu fais du bon boulot, euh, tu deviens un peu plus sûr de toi et tu te dis, bon, bah maintenant, je vais peut-être commencer, ou même juste bah, tu as de plus en plus de demandes, donc tu te dis, bon, bah, il faut que je commence à m'y retrouver aussi, parce que sinon, je vais juste aligner les missions et puis je vais commencer à suffoquer un peu. Donc, se pose la question de comment je fais pour augmenter mes prix, etc. Et donc, je trouvais ça intéressant. Ta position sur le sujet, je la trouvais très intéressante. Donc, est-ce que tu peux élaborer un peu sur le sujet, s'il te plaît? Alors, cette punchline là que tu as tirée d'un post LinkedIn, en fait, c'est issu d'une formation que j'ai suivie dans ma coopérative. En fait, on en revient au même point, c'est que moi, je suis accompagnée dans le développement de mon activité. Donc, pas sur la partie directe, c'est-à-dire trouver mes clients, etc. Je ne fais pas partie d'une agence, je fais vraiment partie d'une structure qui me forme à la posture entrepreneuriale. En fait, c'est moi. Mhm. Je me rappelle, je quittais un CDI. Pour moi, l'indépendance, c'était vraiment l'inconnu. Et en fait, très rapidement, comme tu dis, sont venues ces questions de comment je me positionne, les prix de vente, comment je les augmente, comment est-ce que je me vends, comment est-ce que je négocie. Et moi, j'avais absolument pas la réponse à ces questions. Donc, dans ma coopérative, en fait, il y a plusieurs formations, ateliers, etc., qui sont assez réguliers, où on répond justement à ces questions. On a des professionnels qui interviennent, c'est des mini-formations à chaque fois, qui sont gratuites, qui sont compris bah, voilà, dans la structure à laquelle j'appartiens. Et donc, en fait, j'ai participé bah voilà, à plusieurs sessions comme ça. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de me construire. Les réponses, je les ai trouvées dans ma coopérative. C'est-à-dire que quand je me suis lancée, j'ai forcément été voir sur Malte, j'ai fait enfin, voilà, les estimations de tarifs moyens pour des content stratégistes et des rédacteurs. J'ai essayé de faire mon benchmark, etc. J'ai demandé aussi à d'autres indépendants autour de moi. Mais les réponses, je les ai vraiment trouvées dans ma coopérative par rapport à moi, en fait, pour être alignée Mhm. avec moi, ce que je voulais être, ce que je voulais. Et globalement, ce que j'ai appris aussi, c'est que se justifier, c'est se crucifier. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a appris quand je négocie, quand j'annonce mon tarif, en fait, plutôt que pas de négociation, mais quand j'annonce mon tarif en fait au client qui est en face de moi, c'est de ne pas rentrer dans une justification du style, voilà, bah, je suis à temps par jour parce que si je travaille tant d'heures, ça me ramène à un taux horaire de temps et moi, il me faut Mhm. tant par jour. Ça, c'est de la justification, en fait. Et expliquer, pour moi, c'est vraiment prouver sa valeur ajoutée. Donc, la nuance, elle est très fine entre la justification et l'explication, mais Ouais. et voilà, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place et je suis encore en apprentissage. Voilà, ça fait moins d'un an que je me suis lancée. Je suis encore en train d'apprendre, que ce soit voilà, pour la posture entrepreneuriale en tant que telle, pour tous mes canaux d'acquisition. Donc, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, prospection, création de contenu sur LinkedIn qui m'attire des clients, l'agence avec qui je collabore, le bouche à oreille, les plateformes, je suis plus dessus, mais ça peut être le formulaire de mon site web. Enfin, voilà, j'ai plein de canaux d'acquisition. Je suis en constant apprentissage, en fait. Mhm. Mm. Ok. Effectivement, moi aussi, ça m'a frappé parce que j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un avec qui je travaille, qui fait office d'apporteur d'affaires pour moi sur une activité que je peux avoir en dehors de ce que je fais avec l'agence, avec Tirefest. Et où la personne m'a effectivement dit, mais sans aucune animosité et de manière très constructive, m'a dit, je comprends pas, tu es plus cher que tous les autres, comment ça se fait? Et je lui ai expliqué, et il me dit, mais en plus, les gens, d'habitude, ils font des devis comme ça, et toi, tu me fais un devis comme ça. Donc, tu vois, il commence à poser des questions et tout. Et encore une fois, totalement légitime, aucune animosité. C'est vraiment une personne qui cherche à avoir plus d'informations et à comprendre un peu pourquoi je m'étais positionné comme ça versus ce que font les autres, quoi. Et c'est vrai que moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, merde, il est en train de remettre en question bah, ce que je fais, mon travail, etc. Et puis après, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, attends, c'est pas du tout la posture dans laquelle il est, c'est pas du tout ce qu'il vient de dire. Il a juste besoin d'explication et pas de justification. Et donc, j'ai avancé mes arguments et il m'a dit, bah ok, très bien, il n'y a pas de souci. Je voulais juste voilà, savoir un peu quelles étaient les raisons derrière ce positionnement. Et quand je lui ai expliqué, il a tout à fait compris. Et je pense qu'effectivement, j'avais jamais eu à le faire avant. Donc ça m'a un peu surpris au premier abord. Et puis après, en prenant un petit peu de recul, en essayant de remettre les choses en perspective assez rapidement, j'ai pu essayer de voir aussi comme une manière un peu
d'avoir un échange constructif qui va aussi, je l'espère, influencer nos relations de travail à venir et donc du coup de poser les choses une bonne fois pour toutes et que la personne ait pris des décisions en connaissance de cause et que si elle s'engage dans une relation de travail avec moi, elle sache aussi à quoi s'attendre sur le long terme. C'est Et ça. je trouve ça pas mal parce que ça permet de poser les bases d'une relation saine, qui est une vraie collaboration où chacun sait à quoi s'attendre et chacun sait comment appréhender la relation à l'autre. Du coup, transition toute trouvée. Je sais que toi, c'est une composante importante de ton activité aujourd'hui, d'avoir des gens avec qui tu en tout cas, c'est quelque chose que tu mets en avant assez régulièrement dans ton contenu. Le fait que tu cherches des partenaires, que tu es pas une sous-traitante ou une prestataire. Dans l'idéal, tu essaies de travailler avec des gens, qui sont avec lesquels tu vas être aligné, avec lesquels tu vas pouvoir envisager une collaboration sur le long terme. Comment est-ce que tu jauges ces choses-là quand, tu interagis pour la première fois avec un prospect, un client potentiel? Est-ce qu'il y a des red flags ou des signaux d'alarme auxquels tu fais attention? Et comment ça se passe quand tu te rends compte après quelques semaines ou quelques mois de collaboration que le fit est pas bon et que ça va pas le faire? Ça m'intéresse. Ouais, c'est une bonne question. Donc à moins d'être devant, c'est difficile de flairer dès le premier coup qu'un client voilà, moi j'ai eu des expériences où ça s'est pas forcément très bien passé avec des clients, que pourtant j'avais été chercher. Donc voilà, j'ai aussi eu cette expérience de me dire, j'ai voulu aller chercher un client idéal à mes yeux, je l'ai prospecté, je l'ai démarché et au final ça s'est pas forcément très bien passé. Heu, Mmh. donc là je suis sur la fin d'une expérience comme ça avec une entreprise. Après moi dans mon métier aussi on quand je fais de la rédaction, c'est souvent, voilà, je m'engage. Alors, je m'engage mensuellement souvent, donc c'est-à-dire que voilà, les entreprises me passent des commandes mensuelles, donc c'est assez facile entre guillemets de voilà de se désengager au bout d'un moment si ça va vraiment pas. Et donc ça va. Souvent quand je m'engage, c'est pas directement sur 6 mois ou un an. Moi, Mmh. dans mon optique, j'ai envie de m'engager sur longtemps, mais dans la contractualisation de mes missions, ça reste plus ou moins voilà, soit au contenu par contenu, ou alors mois par mois, une sorte d'abonnement en fait pour un blog ou une Mmh. page, peu importe. Donc c'est assez facile entre guillemets. Voilà, je m'engage jamais à vie avec une entreprise. C'est assez facile pour moi de dire quand ça va pas aussi. Mmh. Et ce qui se passe souvent, c'est j'arrive à sentir dès les premiers échanges quand la question du tarif prend le dessus. Donc c'est-à-dire quand on ne prend même pas le temps d'échanger avec moi et qu'on me demande en première question quel est mon TJM. Donc déjà moi je n'aime pas cette question, mais parce que enfin j'aime pas cette question quand elle arrive dès le début de la relation en fait. Donc si c'est des choses voilà, c'est de se dire qu'est-ce que cette personne recherche, est-ce que c'est aligné avec ce que je recherche, est-ce qu'il cherche, comme on le disait tout à l'heure, un prestataire plus qu'un partenaire. C'est quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est voilà, moi j'ai envie de m'engager à vos côtés, j'ai envie de voilà, devenir votre plume entre guillemets. C'est aussi bon pour vous parce que comme ça il y aura qu'un seul ton, il y aura des contenus réguliers, ce sera ma plume. Moi je suis quelqu'un qui est fiable, donc voilà, je vous ferai pas faux bon. Donc voilà, ça se sent dès le premier échange. Moi Mmh. j'instaure toujours, je démarre jamais une relation contractuelle, une mission avec un client sans avoir eu au moins un échange téléphonique. Donc c'est aussi de peut-être pas de sauter dans l'inconnu. Euh, c'est assez particulier. Là, par exemple, comme je disais, je sors d'une relation avec un client où j'ai couru là 3 mois après une toute petite facture. C'était un seul article, donc c'était vraiment le début d'une relation et j'ai couru 3 mois après cette facture. Et donc, pour le moment, voilà, j'ai réussi à la faire payer puisque je dépends aussi d'une structure qui a des moyens pour la faire peser sur les clients. Donc, je ne suis pas toute seule quand il y a des litiges. Mais typiquement, voilà, je sais que pour l'entreprise, c'était presque normal de me faire traîner 3 mois sur cette facture. Moi, je sais pertinemment que je ne reviendrai plus jamais vers elle. Donc Ouais. après, il faut aussi savoir se fixer des limites de ce qui est acceptable et ce qui est totalement voilà, pas Ouais, souhaitable. non, mais c'est sûr, c'est tout à fait légitime. Après, c'est vrai que le comment dire? La manière dont la question du tarif est abordée peut être un très bon signal parce que en fait, tu vois sur, l'échelle de valeur dans laquelle l'entreprise se situe, où est-ce qu'elle place, la qualité du travail, la valeur ajoutée et la relation, voilà, sur le long terme versus, le gain économique ou entre guillemets la recherche de rentabilité à tout prix, quoi. Ouais, Et en général, tu sais aussi que quelqu'un qui va tiquer sur le tarif ou qui va chercher à le renégocier et cetera, ça va être quelqu'un qui va être potentiellement un peu chiant sur le long terme. C'est quelque c'est chose ça. qui se vérifie, toutes les personnes que j'ai eues dans le podcast, en interview m'ont toutes dit, souvent ceux qui négocient le plus, ou qui veulent à tout prix payer le moins cher possible, c'est les plus chiants.
Après, moi, je trouve ça intéressant, ce positionnement que tu as de vouloir te mettre en tant que partenaire plus qu'en tant que prestataire, pour deux raisons. Parce que je pense que c'est des relations, ça permet de nourrir des relations de travail qui sont plus intéressantes, plus stimulantes et plus épanouissantes pour tout le monde, pour le client comme pour toi. Et puis pour toi, ça te permet aussi de commencer à structurer une activité un peu pérenne sur le long terme. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà pu aborder avec quelques invités, notamment Thomas Burbidge dans le premier épisode, où on parlait de bah voilà, l'impact que la récurrence peut avoir sur une activité d'indépendant et sur la manière dont on appréhende un peu surtout au départ, quand tu te lances, tu as un peu peur de savoir d'où va venir ton prochain client, que je pense que le fait de ne pas avoir de revenus fixes, réguliers et tout, c'est une des préoccupations premières des gens qui se lancent. Donc de te positionner comme partenaire sur le long terme, ça permet aussi potentiellement, assez rapidement de te retrouver avec un portefeuille de clients qui t'assure, on va dire un revenu minimum, sur les 3, 5, 6 prochains mois, assez vite, quoi. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as fait, ça faisait partie de tes réflexions, quand tu as commencé à mettre en avant ce positionnement? Ou est-ce que c'est un truc qui t'est venu où la réflexion principale, c'était plus pour, le côté relation de travail sur le long terme, on apprend à se connaître et on travaille ensemble main dans la main pour créer quelque chose de cool et de stimulant, quoi? C'est venu, ouais, c'est venu petit à petit en fait. Pareil, en test and learn, en ayant eu un premier client, ce deuxième client que j'ai trouvé en prospectant, qui est dans le digital, dans le B2B, qui me commandait des articles de plus en plus régulièrement. Je me suis dit, bah tiens, ça c'est un bon signe déjà de fidélité, mais Mmh. c'est quelque chose à prendre de mon côté, de me dire, pour mes prochains clients, plutôt que de marketer que je peux faire un article par-ci ou un contenu par-là, je vais leur proposer aussi des abonnements mensuels. C'est de leur dire, plutôt que de leur dire un article de blog vaut tant, je leur dis, bah voilà, je vous fais 4 articles par mois, ça fait un par semaine, on se met d'accord sur un abonnement mensuel, et en fait, ça crée bah voilà, une régularité et une relation dans la durée. Et donc, petit à petit, j'ai testé ça et j'ai vu que ça prenait, et je me suis dit, bah, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut, en fait, c'est de me positionner avec des partenaires, en fait, sur le long terme. Et ça, en fait, ça vient aussi, par exemple, aussi avec l'agence avec qui je travaille. On Mmh. propose surtout des stratégies en fait éditoriales, des stratégies de contenu, des stratégies de plus en plus de personal branding pour des leaders en B2B, sur de la OK. création de contenu sur LinkedIn. Donc globalement, ce que je fais moi à mon échelle, c'est-à-dire prendre la parole sur des sujets 2 fois par semaine, que les professionnels en B2B puissent le faire aussi pour, entre guillemets, se décoller de l'image de l'entreprise en tant que leader, Mmh. prendre la parole sur des sujets, tout en faisant relais aussi avec leur activité dans l'entreprise, et de trouver vraiment un positionnement. Voilà. Et ça, en fait, on se rendait compte que bah, voilà, je me suis très vite rendu compte qu'en proposant de la stratégie, ça découlait derrière des contenus qui étaient plutôt réguliers. Et donc, en fait, ça a été aussi très intéressant pour moi de très vite passer à ce step de me dire bah, je ne suis plus que rédactrice web, parce que je marketais au début, je Mmh. suis content stratégiste et rédactrice web, parce que ça insinue nos relations sur le long terme, de faire de la stratégie et après de décliner de l'opérationnel. Donc, il y Mmh. a des clients comme ça avec qui ça commence par une stratégie et ça finit par des contenus réguliers, voilà, toutes les semaines, tous les mois. Et ça, c'est top. Non, non, mais ça fait complètement sens, je suis tout à fait d'accord, le côté, même nous, pareil, on le voit au niveau de l'agence, hein, il y a, la reco stratégique qu'on va faire sur, la meilleure manière d'utiliser les réseaux sociaux pour la communication de l'entreprise. Et puis après, on a, toute cette création de contenu, qu'on peut prendre en charge aussi ou pas en fonction des attentes, des besoins et des ressources dont dispose, notre interlocuteur. Mais ça fait complètement sens et je pense que ça a été assez malin pour toi de rapidement, rajouter cette casquette à ton activité. Je pense que c'était une bonne idée. Pour finir peut-être, notre échange, qu'on revienne sur la coopérative, puisque je vois à quel point ça a été déterminant dans la manière dont tu as pu développer ton activité pendant l'année qui vient de s'écouler. Hem Sur le papier, ça a quand même l'air d'être une solution assez idéale. Donc, peut-être revenir effectivement sur les avantages que ça représente et puis un peu, si tu peux en parler ou si tu en as vu déjà, si tu as pu en identifier, les quelques inconvénients qu'il peut y avoir. Bien sûr, j'ai quand même le sentiment que tu es plutôt convaincu par la plus-value que ça apporte à ton activité au quotidien. Mais voilà, d'avoir ton avis, honnête, Ouais. sur ce que représente cette coopérative aujourd'hui pour toi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette coopérative. Je vais essayer de faire synthétique. Peut-être que ça va parler aux personnes qui connaissent le portage salarial. Donc, c'est globalement une alternative au portage salarial.
la coopérative d'activité et d'emploi. Et là, j'ai fait au mois d'avril ou au mois de mars, j'ai fait une série de 5 articles de blog en fait, sur ce sujet où je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur la coopérative. Donc, j'aurai des ressources si jamais ça intéresse des gens. Voilà, j'ai des ressources. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo, si tu veux. Voilà, parce que dans chaque article, je réponds à une question clé. Donc, qu'est-ce que c'est? La première question qu'on me pose souvent, c'est voilà, je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler alors que ça existe depuis une bonne dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est? On me demande souvent bah, voilà, combien ça coûte, quels sont les avantages, les inconvénients. Donc, j'ai traité tout ça à l'écrit, mais vraiment pour faire un débrief oral assez rapide. Globalement, les avantages de la coopérative, c'est tu veux lancer un projet, tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, tu es en reconversion aussi, tu as besoin d'accompagnement, tu rejoins cette coopérative qui va structurer ton activité, donc c'est-à-dire vraiment, elle va t'accompagner dans les décisions les plus importantes en fait, de ta vie d'entrepreneur. Ça peut être pour certaines personnes, comment est-ce que j'arrive à construire mon offre, comment est-ce que je fais de la communication, comment est-ce que pour moi, c'était surtout comment est-ce que j'adopte une posture entrepreneuriale, comment est-ce que je me vends, comment est-ce que je négocie. C'était surtout des questions comme ça, moi, qui m'intéressaient. Comment est-ce que je gère ma compta? Donc ça, en fait, on a des outils de comptabilité, on a un service comptabilité dans la coopérative qui, bah voilà, en fait, gère la compta. Donc c'est une relation tripartite au final. C'est-à-dire que demain, je trouve un client, donc toute seule, encore une fois, il ne s'occupe pas de ça. Je trouve un client, je fais un devis sur l'outil de ma coopérative. Ma coopérative valide systématiquement toutes les devis et les factures que j'ai dites. Okay. Donc il y a un double regard pour pas que je fasse de bêtises, pour pas que je fasse quelque chose aussi qui soit peut-être trop inférieur à mon prix de vente, qui contrôle aussi quand même que tout se passe bien. Ma coopérative valide le devis, je l'envoie au client, il le signe, je fais ma mission, c'est génial. Et à la fin, au moment de la facturation, pareil, j'édite la facture depuis le logiciel de ma coopérative, il la valide, je l'envoie au client. Donc en fait, il y a toujours cette double validation qui peut être un inconvénient pour certaines personnes parce que c'est plus long. C'est-à-dire que quelqu'un qui me demande un devis dans la minute, je ne peux pas le faire. Voilà, j'ai besoin de cette relation tripartite, j'ai besoin de l'aval de ma coopérative. Autre chose, du coup, donc c'est une structure physique. Donc la mienne, ils ont des locaux dans le 11e et ils ont des antennes un peu partout à Cergy, à Saint-Denis, je crois aussi, un peu partout autour de l'Île-de-France, autour de Paris. Et globalement, c'est une structure physique, mais j'y suis pas tous les jours. C'est-à-dire que je travaille d'où je veux. Tous les mercredis, par exemple, dans ma coopérative, il y a un espace de coworking qui est ouvert un peu à tout le monde, qui va reprendre là bientôt. Donc ça, c'est sympa, mais j'ai quand même cette indépendance totale. C'est-à-dire que si j'ai une conseillère aussi, par exemple, dans les avantages, j'ai une conseillère qui m'accompagne, que je vois très régulièrement, enfin une fois par mois au moins, et que je peux appeler à tout moment pour m'aider. Après, ce qui se passe, c'est que c'est 10% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que 10% de mon chiffre d'affaires qui part dans les frais de la coopérative. Donc, moi, je ne paye rien directement. C'est-à-dire que quand je veux m'inscrire à une formation, parce qu'on a tout un catalogue de formations, de coaching, d'ateliers, voilà, de plein de choses, je ne paye rien. Tout est toujours gratuit. La contrepartie, donc c'est pas vraiment gratuit, mais la contrepartie, c'est que tous les mois sont prélevés 10% de mon chiffre d'affaires pour le temps d'accompagnement, les formations, bah, du coup, la gestion de la comptabilité, tout ça. Et ça peut être vu comme un inconvénient parce que j'ai beaucoup plus de charges évidemment qu'un micro-entrepreneur. Mais en partie, j'ai cet accompagnement, j'ai cette structure qui m'accompagne et j'ai ce statut aussi qui est hyper important, on le disait au début. Mais pour moi, j'avais besoin de quelque chose de sécurisant. Et en fait, ce statut d'entrepreneur salarié, donc un vrai statut légal, c'est un statut où le salariat prime sur l'entrepreneuriat. Typiquement, quand j'ai déménagé, quand j'ai eu mon premier client là en fin d'année, j'étais bien contente en allant à l'agence immobilière aussi d'avoir mon dossier avec écrit salarié. En fait, je suis salariée de la coopérative. C'est-à-dire que sur papier, demain, je veux faire un prêt ou autre, je suis salariée d'une structure. Donc voilà. Après, il y a aussi plein d'autres avantages sur le lissage du salaire, etc. Donc, tu peux t'arranger, entre guillemets, pour verser des salaires qui soient assez réguliers versus peut-être un micro-entrepreneur qui se verse à la fin du mois ce qu'il a gagné dans le mois. De son chiffre d'affaires. Donc, il y a pas mal d'arrangements qui peuvent être faits. On a des vraies fiches de paie comme un salarié. Globalement, en fait, je suis entrepreneur, mais avec un statut particulier. Et donc, les inconvénients, c'est ça. C'est les 10% il faut être prêt à verser en plus 10% de son chiffre d'affaires à la coopérative. Ouais, ok. Et t'as quand même tout ce qui va être cotisation sociale, des choses comme ça en plus, du coup. Ouais. Comme n'importe quel salarié, quoi, qui serait salarié d'une boîte. Ok. En fait, c'est ça. Globalement, pour être hyper transparente, et ça, je le dis aussi dans mes articles, ce qu'on nous dit très tôt dès le début et ce qu'il faut savoir en se lançant, c'est que quand tu factures un client, tu factures un client 1 000 euros, donc tu te dis,
tu te dis, je vais faire 1 000 € de chiffre d'affaires, en fait, tu as toujours 50% de charges. Ça Hmm. prend les charges patronales, les charges, enfin, la charge salariale, les charges de la coopérative. Donc, globalement, on a 50% de charges. Donc, voilà. Ouais, donc ce qui est quand même assez conséquent, quoi. Mais C'est bon, quand on après, pense, ouais. ouais, après, c'est toujours pareil, c'est un calcul bénéfice-risque de se dire, enfin, entre guillemets, risque, non, mais avantage-inconvénient, ok, ça veut dire que bah, mon chiffre d'affaires versus ce que je peux me payer comme salaire, il y a quand même un sacré delta. D'un autre côté, c'est effectivement de la sécurité, un statut particulier, tous les avantages que tu vas pouvoir avoir à côté, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. Ils ont un réseau énorme. En fait, on est 200 entrepreneurs salariés juste dans ma coopérative à faire tous les métiers possibles et inimaginables. Donc, il y a des graphistes, Hmm. il y a des rédacteurs, il y a des fleuristes, il y a des décorateurs, il y a des sophrologues. Et en fait, ça crée une émulsion en fait, d'échanges, de talents, etc., qui est juste ouf. Et ça sert aussi de levier au final pour trouver des clients parce que le bouche à oreille est juste incroyable dans ce réseau en fait, où on est tous là pour la même chose et on se soutient pour monter nos activités. Et Hmm. donc, il y a énormément de synergies qui peuvent se créer. Et moi, j'ai vu des super projets naître avec des clients incroyables. Ok. Faut Non, le mais vivre. c'est intéressant. Et puis bon, tu as l'air convaincu par le truc et tout. Donc, moi, j'ai été curieux. Donc, je pense que je vais creuser. Je vais essayer de continuer à voir pour avoir un peu plus d'informations. Et je pense que ça a effectivement sa place pour beaucoup de gens qui ont envie d'avoir cette liberté, cette indépendance que procure le statut d'entrepreneur, mais qui sont peut-être pas à l'aise aussi avec les risques et les obligations qui vont avec, gestion de la comptabilité, le fait effectivement de ne pas être en mesure de pouvoir forcément, enfin, tu as des salaires qui peuvent être hyper variables en fonction de ton volume d'activité, le fait d'avoir un statut qui ne permet pas forcément d'avoir accès à des emprunts bancaires aussi facilement que les salariés. Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et je pense que chacun doit trouver la formule qui lui convient le mieux. Voire même, ça peut être aussi une première étape, tu vois, dans la Exactement. construction de ton activité d'indépendance, c'est de te dire, bah, je suis accompagné au démarrage, puis dans 1 an ou 2, j'aurai le sentiment que je peux gérer toute seule, je m'émancipe de cette structure-là, et puis, ok, d'accord, bon, intéressant. Et ben Victoria, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, et c'était super intéressant. Je n'ai aucun doute sur le fait que les gens en retireront beaucoup de choses, et puis je te souhaite beaucoup de réussite et énormément de succès dans la suite de ton activité. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup, c'était un plaisir. J'ai passé un super moment, donc merci beaucoup. Plaisir partagé. Je te dis à bientôt et bonne continuation. Salut À bientôt. Victoria. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, nous laisser un petit pouce bleu et nous donner en commentaire les questions que vous pourriez avoir. On sera ravis d'y répondre et d'échanger avec vous. Encore une fois, je remercie Victoria pour son temps et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.